7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Didier Maisto. Bonjour Maud, bonjour à tous. Et bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous avons assisté, Thierry Mariani, ces dernières 48 heures à une double déflagration à droite. Chez LR d'abord, avec la décision d'Éric Ciotti de faire alliance avec le RN, et de l'autre, l'annonce de Marion Maréchal aux électeurs de Reconquête. Elle les a appelés à soutenir les candidats de l'Union des droites et non les candidats choisis par Éric Zemmour. Sur le premier point, Éric Ciotti, il y a un véritable soulèvement, départ de ses collaborateurs, bureau politique dissident, et maintenant à la limite de l'occupation du siège LR. Thierry Mariani, que vous êtes-vous dit en suivant cette longue séquence qui, vraisemblablement, n'est pas terminée ? Vous voulez vraiment savoir ce que je me suis dit ? Écoutez, il y a 6 ans, j'ai quitté ce parti et je pense que j'ai très bien fait. Voilà. Et puis, je me rappelle qu'en 2010, quand j'ai créé avec une quarantaine d'autres parlementaires la droite populaire, en 2010, c'est l'époque où Nicolas Sarkozy ouvrait le gouvernement à toute une série de ministres de gauche qui ont paralysé en réalité son action. Quand je disais en 2010 qu'il faudrait un jour ou l'autre dialoguer avec le Rassemblement national, faire des alliances, enfin bref, avoir des rapports normaux, puisque depuis l'arrivée de Marine Le Pen, je considère que ce parti est tout à fait, j'allais dire, comme les autres partis au point de vue démocratique et un leader qui n'a jamais été condamné par la justice. Je me dis que finalement, on a eu raison, même si c'est un peu tard pour que certains le reconnaissent. Et puis, vous me permettrez une pointe d'humour sarcastique. Je me souviens, j'ai retrouvé une vidéo de l'époque où un certain Éric Ciotti disait que jamais il ne ferait cette forfaiture. Et je me souviens aussi du même personnage qui, il y a 3 ans, a préféré donner la victoire à Renaud Muselier en région PACA. C'est bien qu'il fasse ce geste aujourd'hui. Dommage qu'il n'ait pas fait il y a 3 ans. Donc vous saluez tout de même la décision d'Éric Ciotti ? Bien sûr, mieux vaut tard que jamais. Et surtout, ça montre que dans ce parti aujourd'hui, c'est un parti qui n'a plus de leader, plus de programme, qui petit à petit se fait effeuiller par Emmanuel Macron, qui a jamais réagi. Vous savez, moi j'étais membre du bureau politique en 2017 quand Emmanuel Macron a gagné les élections. À l'époque, je me souviens de Monsieur Le Maire ou de Monsieur Darmanin qui étaient dans les 3 jours qui ont suivi les présidentielles, passés avec armes et bagages pour rentrer dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et à l'époque, quand on était un certain nombre à dire il faut de la clarté si on veut survivre, eh bien on nous disait ah non, il faut surtout pas les exclure. Je vous jure que je vous mens pas, mais aujourd'hui je peux le dire, ça va gêner Gérard. Je disais bon, ça va gêner Gérard. Ah ben oui, tu comprends, il y a les sénatoriales en septembre. Et Gérard risque de perdre un siège ou 2 pour garder la présidence du Sénat. Pour pas gêner Gégé, on n'a exclu personne. Et puis ça a continué. Regardez, on est à Paris. À Paris, je vous rappelle quand même qu'il y a 3 mois, une certaine Rachida Dati, qui est quand même passée avec, là aussi, ministre de M. Macron, et les mêmes n'ont pas voulu gêner trop et insulter l'avenir, donc ils l'ont pas exclu. Donc en réalité, ce parti de renoncement en compromission est en train de disparaître. Je trouve que Éric Ciotti met la clé sous la porte, où ils vont devoir changer les clés, j'en sais rien. C'est une bonne image. Ce parti, pour moi, malheureusement, a fini son histoire. Didier Maisto. Oui, alors c'est vrai qu'on a un agité du bocal 55 rue du Faubourg Saint-Honoré qui, acculé aujourd'hui, prononce cette dissolution, que les observateurs attendaient en réalité. On voit pas comment il aurait pu faire autrement. Et en réalité, on savait que ce scénario avait déjà été scellé depuis quelques semaines. Ce qui est étonnant, je pense qu'il y a déjà une clarification qui se fait naturellement après la décision d'Emmanuel Macron dans plusieurs mouvements politiques. Il y a un schisme, effectivement, mais c'est pas nouveau, ça date du RPR, entre les militants et les appareils censés, les responsables des 10 partis politiques, de l'UMP, en passant du RPR à l'UMP, en arrivant jusqu'à LR, premièrement. Deuxièmement, j'aimerais vous entendre comment on peut imaginer que Éric Ciotti, si on comprend qu'il s'appuie sur les militants, n'est pas à minima organisé un peu les choses, fait une consultation et fait ça dans son coin, en catimini, ça ne pouvait qu'exploser. Il y a un amateurisme absolument incroyable
qui finit de faire exploser le parti, effectivement. Je pense que là, les Républicains ne s'en remettront pas. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, on est dans un scénario du sauf qui peut. Dans le sauf qui peut, il n'y a rien de préparé. En plus, vous savez que c'est un parti qui est j'allais dire, traversé par de nombreuses tensions et de nombreuses chapelles. En réalité, c'est un parti aujourd'hui, moi, qui me rappelait l'UDF finissant. C'est-à-dire, je le répète, il n'y a plus vraiment de programme, il n'y a plus vraiment de leader, mais il y a des élus locaux qui font bien leur boulot, souvent, il faut dire la vérité, qui gèrent correctement leur commune ou leur département. Et c'est devenu une sorte de parti notable. Et c'était une coexistence organisée, mais Ciotti était isolé là-dedans. Ciotti était isolé. De surcroît, les résultats sur son fief étaient quand même inquiétants. On sait très bien qu'il est dans une rivalité à mort avec Christian Estrosi. Donc, je pense qu'il a eu l'intelligence de saisir le bon moment, mais effectivement sans trop de préparation. Et puis peut-être qu'il a surestimé le poids des pesanteurs, parce que pour avoir eu un certain nombre de mes ex-collègues hier matin au téléphone, je sais que 4 ou 5 au moins étaient tentés. Et puis visiblement, ils ont été rattrapés par l'appareil, tu n'auras pas l'investiture, etc. Et ils se retrouvent assez seuls, mais je pense avec beaucoup de militants. Voilà, c'est ça qui compte. Les élus ne suivent pas en majorité, mais les militants suivent. Et puis, quand je dis les élus ne suivent pas, on parle surtout des parlementaires. Il y a un certain nombre de maires qui risquent de suivre prochainement. Alors, autre implosion, celle de Reconquête, qu'on a vue en live hier. Moi, j'avais avancé une idée il y a quelques années déjà. Je disais, en fait, Éric Zemmour est un sous-marin d'Emmanuel Macron. Et il va ressortir, vous verrez, au moment opportun. Tout le monde m'a dit, mais tu racontes n'importe quoi. Aujourd'hui, ce scénario, bon, puis on a quelques informations quand même, ce scénario semble de moins en moins improbable. Il y a aussi Monsieur Ménard qui joue un peu ce jeu assez étrange, mais qui ne résiste pas aux faits quand les faits sont générateurs comme ça, sont importants et dans notre vie politique nationale. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous croyez à ce scénario ? Et est-ce que là aussi, finalement, il n'y a pas des décisions arbitraires ? Parce que pour qui connaît un peu l'électorat de droite, en réalité, il n'y a pas de différence entre Reconquête, le Rassemblement national, les Républicains. Il y a des différences historiques. Quant à la création des partis, évidemment, il y a une histoire des idées en France. Mais les militants, les sympathisants, surtout aujourd'hui, ils disent il faut un seul bloc. Il faut un seul bloc. Il y en a marre des chicayas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, les militants disent il faut un seul bloc. Vous savez, quand pendant ces élections européennes, on croisait quelques militants de M. Bellamy ou les militants de Reconquête à Paris, puisque je suis responsable du Rassemblement national à Paris, le discours des militants, c'était si on veut vraiment cette fois changer les choses et gagner, il faut qu'on fasse qu'un seul candidat, qu'on soutienne les mêmes. Voilà. C'est sûr que chez les militants, il y en a assez depuis finalement bientôt. Je cherche dans ma tête. En réalité, depuis 2012, depuis l'élection non, c'est même pas 2012, depuis 2007, l'élection de Nicolas Sarkozy, la droite n'a quasiment plus gagné d'élection. À part des élections locales, depuis 2007, ça commence à faire quand même un peu long. Et les militants, oui, veulent une union. Ensuite, sur les partis, c'est sûr que les appareils, par moment, n'ont pas toujours intérêt à cette union, mais là, je salue vraiment le geste qu'a fait Marion Maréchal, parce que c'est un geste courageux, d'abord, de claquer la porte de la formation dont elle menait la liste, avec un certain nombre d'autres personnes. Je crois comprendre que Guillaume Pelletier, que Nicolas B et Madame Trochu aussi ont fait de même. Je crois que c'est un geste courageux qui dit tout simplement que, même si on a des différences, regardez à Paris. À Paris, on voit très bien que c'est pas une caricature, mais le militant du Rassemblement national est plus issu de milieux, on va dire, populaires, et que la Reconquête est plus fort dans les quartiers aisés ou les quartiers de l'ouest de Paris. Mais tant mieux. Il prouve qu'ensemble, on peut avoir une autorité. Est-ce que vous pensez vraiment quand même qu'il y a des accointances entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour ? Parce que c'est quand même étrange chaque fois. C'est un peu étrange. C'est moins étrange et moins surprenant pour M. Ménard.
il s'en cache pas d'ailleurs. Je veux dire, il y a quelques mois, j'ai le souvenir qu'il avait fait quand même clairement des appels du pied en disant qu'il était prêt à rentrer dans un gouvernement, etc. Donc, écoutez, diviser pour régner, c'est vieux comme le monde. Et donc, que le président de la République cherche à séduire, à envoyer des petits gestes à certains qui peuvent diviser leur propre camp, c'est un jeu auquel certainement il s'est livré. Mais je pense que le geste, je le répète, de Marion est très intéressant parce que aujourd'hui, elle dit, voilà, on a une occasion historique, vraiment historique, je pense. Et moi, je fais partie de ceux qui disent qu'on peut et qu'on, normalement, devrait gagner. On a une occasion historique d'être à la majorité. On ne peut pas le louper pour des querelles où la quasi-totalité des Français ne comprennent plus les motifs. Vous vous y attendiez, Thierry Mariani, à cette alliance, à cette déclaration de Marion Maréchal? Bon, écoutez, c'est un secret de polichinelle que, au sein de Reconquête, les choses n'allaient pas pour le mieux pendant la campagne européenne. Oui. On avait tous noté l'attitude très responsable de Marion Maréchal, qui n'a quasiment jamais attaqué le Rassemblement national. Et vous remarquerez que le Rassemblement national ne l'a jamais attaqué aussi. Après, chacun défendait sa chapelle, a expliqué qu'il fallait voter pour lui. C'est quand même le b.a.-ba dans une élection. Mais ça a été une coexistence très correcte pendant la campagne. Malheureusement, on a repéré que chez Reconquête, c'était pas le discours de tous les responsables. Et on avait été un peu heurté par, je trouve, une attitude excessivement agressive de Sarah Knafo. Donc voilà, là, les choses sont éclaircies. Reconquête, je ne sais pas s'ils se présenteront avec quelle étiquette, mais en tout cas, ceux qui se retrouvaient à Reconquête pourront avoir des élus, je l'espère, aux élections législatives. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que tout le monde joue le jeu. Voilà, tout le monde joue le jeu. Et l'appel de Marion Maréchal à voter pour les candidats du Rassemblement national, eh bien, c'est, je trouve, un geste très responsable et pas un geste pour protéger une chapelle ou un parti. Didier Maistre. Alors, il y a effectivement les politologues qui font une analyse des blocs en présence, avec une recomposition. Il y a les états-majors des partis politiques, mais en réalité, j'aimerais vous entendre là-dessus, quand on regarde attentivement les choses, ça ne se recoupe pas exactement comme le disent à la fois les politologues et les dirigeants des partis politiques. Moi, je vous propose la lecture suivante. Un bloc des droites qu'on vient d'exposer, d'exprimer, qui englobe les Rassemblement national, LR et Reconquête. Je parle du point de vue des votants, des sympathisants, des citoyens, des militants. C'est comme ça qu'ils le voient. Un bloc autour de Macron progressiste qui se réduit, évidemment, qui est en train de s'effondrer, qui se réduit comme peau de chagrin, mais moi, auquel j'y adjoins les socialistes, parce que je ne vois pas quelle est la différence entre M. Glucksmann et M. Macron sur l'Ukraine, sur l'Europe, sur tous les sujets, en fait, sur l'écologie, sur cette espèce de social-libéralisme, social-démocratie. C'est le même camp. J'y ajoute Europe Écologie Les Verts, qui sont pour moi les socialistes repeints en vert, et même le Parti communiste de M. Roussel. Deuxième bloc. Troisième bloc, la gauche. Alors là, vraiment la gauche, LFI, le NPA, cette gauche radicale, qu'on dit radicale, mais en fait, que les gens de gauche plébiscitent, comme ils plébiscitent le Rassemblement national, parce que c'est sans doute la vraie gauche contre la vraie droite, je mets ça entre guillemets. Et enfin, un quatrième bloc qui est souverainiste, mais qui ne trouve pas d'expression dans les urnes, qui n'arrive pas à émerger, même si c'est un mouvement très fort dans la population française, dans la mesure où tous les partis, même s'ils se combattent, n'évoquent plus la sortie de l'euro, n'évoquent plus le Frexit, la sortie de l'Union européenne. Que pensez-vous de cette répartition et de cette recomposition du paysage politique français? Moi, je dirais plutôt qu'il y a 3 blocs au lieu de 4. Je suis partiellement d'accord avec vous, un bloc des droites. Mais ce bloc de droite qui se constitue avec en réalité le Rassemblement national, une partie de Reconquête derrière Marion, c'est un bloc où il y a quand même un certain nombre de points sur lesquels
nous sommes très proches, enfin même pas très proches. Pour moi, nous sommes quasiment des souverainistes. Après, qu'est-ce qu'on entend par souverainiste? C'est là où peut-être on n'est pas d'accord. Si c'est de dire il faut quitter l'Europe, je pense, je vais être honnête avec vous, qu'on ne peut pas aujourd'hui. Pour quitter l'Europe, il faudrait avoir les moyens, il faudrait avoir une économie solide, il faudrait avoir gardé une monnaie indépendante, etc. Quand on a plus de 3 300 milliards de dettes, quand on a une économie dans la situation actuelle, je pense que quitter l'Europe aujourd'hui, c'est un suicide. Et donc, moi, je reste favorable à une distinction qui est entre, alors l'expression est un peu galvaudée, mais mondialiste et souverainiste. Je pense que Marion Maréchal, je pense que Marine Le Pen, je pense qu'un certain nombre de Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, sont des gens qui disent qu'on a désormais une politique qui a changé à partir de 1950. Quand on parlait de gauche et droite au début de la Ve République, on était dans un monde pas fermé, mais on était dans une économie, j'allais dire, ouverte sur une partie du monde, pas totalement globalisée. Aujourd'hui, on est dans une économie totalement globalisée. Et donc, il y a un bloc central, là je suis à 100% d'accord avec vous, où je mets dans le même bloc Macron, Glucksmann. Pour moi, ils ont exactement la même matrice idéologique. Je mettrai aussi ceux qui restent des républicains qui n'ont pas suivi Ciotti, parce que je suis désolé, la campagne européenne est finie, mais je peux quand même le répéter. Les élus des Républicains, pendant les 4 premières années de ce mandat au Parlement européen qui vient de s'achever, ont voté quasiment tout ce que proposait la commission de Mme von der Leyen. Et quand je dis ils ont voté tout ce que proposait la commission de Mme von der Leyen, c'est avec les socialistes et avec Renaissance. Voilà, donc oui, il y a un bloc central qui est un bloc vraiment mondialiste, internationaliste, qui pense que la France doit se fondre dans un monde pour continuer à exister. Et puis, je pense qu'il y a ceux qui pensent que la France a encore un rôle. Aujourd'hui, on doit le jouer à l'intérieur de l'Union européenne. Doit-on la quitter? Je ne pense pas en ce moment, je le répète, parce qu'on n'est pas en état économique et puis surtout parce qu'on est en train de progresser. Attendons la constitution des groupes. Attendons les premiers votes au Parlement européen et vous verrez qu'on n'aura bien sûr pas la majorité, mais on aura en tout cas de plus en plus les moyens de faire basculer tel ou tel choix. Déjà, au Parlement européen, beaucoup de votes étaient acquis ou perdus à 20 ou 30 voix près. Désormais, ces 20 ou 30 voix près, on les a en plus. Donc, Macron a dynamité la vie politique française. Les Républicains sont en train de disparaître. Je pense que les présidentielles qui vont commencer très vite, parce que les présidentielles, en réalité, la campagne va commencer dès septembre. Une fois que les législatives auront eu lieu, une fois que les Jeux Olympiques seront passés par là, tout le monde pensera à l'après-Macron. Et donc, vous verrez que ce bloc où on retrouve des personnalités, Macron, Glucksmann, je le répète, un certain nombre de responsables de droite qui sont toujours dans l'appareil des Républicains, seront prêts à candidater ensemble dans le même bloc. On apprend à l'instant qu'Éric Ciotti fera des déplacements communs avec Marine Le Pen et Jordan Bardella pendant la campagne. Il doit déjeuner avec le président du Rassemblement national aujourd'hui. À quoi va ressembler cette campagne, Thierry Mariani? Elle semble complètement improbable en fait. Voir Éric Ciotti faire des déplacements avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, ça semble un peu fou. Ben, c'est merveilleux, hein, je veux dire, pour quelqu'un qui n'avait pas tellement le même discours la semaine dernière, moi je trouve que ça va dans le bon sens, voilà. Écoutez, je peux que m'en féliciter. J'ai vécu une dissolution en 1997, puisque malheureusement, j'ai été élu en 93 et donc j'ai une certaine expérience du mon âge. Ça s'est passé de manière aussi folle. Tout le monde l'oublie, mais de manière aussi folle, avec un Premier ministre qui s'appelait Alain Juppé, qui était suffisant et un peu méprisant et qui était sûr que son charisme allait faire que tout allait être balayé. Et en face, à l'époque, on avait une gauche totalement désunie qui, en 3 jours, s'est unifiée, a trouvé un slogan avec la gauche, un leader avec Lionel Jospin, 3 ou 4 idées, pas forcément les meilleures, mais notamment les 35 heures, et a gagné les élections. Je pense que quand il y a une dissolution, il y a une dynamique. En 3 semaines, vous ne retournez pas l'opinion publique. Et que Éric Ciotti rejoigne
Jordan Bardella pour des déplacements communs dans un certain nombre de circonscriptions. C'est de bon augure, ça me renforce dans l'idée qu'on peut gagner et qu'on doit gagner dans 3 semaines. Didier Maistre. Oui, vous parliez de l'UDF, mais en réalité, c'est ce qu'on est en train de vivre. Hein. Ce sont les derniers soubresauts. Cette espèce de social-démocratie, vous parliez aussi de Delors, voilà, du côté de l'échiquier, du côté gauche de l'échiquier. En réalité, LR, c'est l'UDF des années 90, et ça a été complètement aspiré par Emmanuel Macron, en fait, parce que le Renaissance, c'est ce centre droit un peu attrape-tout, qui va de temps en temps faire un peu des déclarations très nationalistes ou très à gauche, et qui essaie d'attraper. Bon, c'est un peu le en même temps, c'est la fin des petits pois. Est-ce que vous reprendriez ce clivage, et est-ce qu'on en a fini, vous pensez, d'une certaine manière, avec à droite, en tout cas, la social-démocratie, à gauche, ça semble un peu plus compliqué dans la mesure où le Parti socialiste est encore partie prenante, notamment de l'accord Front populaire. Je pense qu'on n'a pas fini avec la social-démocratie, mais on en a fini... à droite, je disais, à droite. À droite, oui. Tout dépend ce qu'on attend à droite. Quand je regarde la droite du Parlement européen, avec une très grosse délégation allemande, excusez-moi, aucun problème, avec une très grosse délégation allemande, je pense que malheureusement, on n'en a pas fini au niveau européen avec la social-démocratie. Mais en France, je suis totalement sur votre ligne, c'est ce que je disais au départ. L'UDF a disparu progressivement, c'était un réseau d'élus locaux qui progressivement s'est fait absorber avec ses leaders nationaux, ce qu'il en restait par Macron, et je pense que c'est ce qui est en train d'être lancé avec les Républicains. Est-ce que la social-démocratie va disparaître ? Non, je pense pas, parce que je pense pas, et je le regrette, soyons clairs, parce que je pense que aux prochaines présidentielles, le groupe qui va essayer de se rassembler autour des héritiers, successeurs, mettez le mot que vous voulez, je pense qu'ils voudront plutôt être les successeurs que les héritiers de M. Macron, ne peut se référer qu'à cela. Et au niveau européen, c'est une idéologie qui est en net recul, mais qui continue à imprégner quand même une bonne partie du Parlement européen. Vous savez, quand on dit concrètement que la gauche et la droite gouvernent ensemble au Parlement européen, le meilleur exemple, je le rappelle, c'est que normalement, dans toutes les institutions européennes, les responsables du Parlement sont élus pour 5 ans. Normalement, 5 ans pour un président du Parlement et 5 ans pour la présidence de chaque commission. Eh bien, il faut savoir qu'au Parlement européen, au bout de 2 ans et demi, tout le monde démissionne et il change. C'est-à-dire que les 2 premières années et demie, on a vécu dans le précédent mandat avec un président socialiste italien et des présidents de commission qui avaient une couleur politique. Au milieu du mandat, ce président socialiste italien, élu avec les voix de la droite, a démissionné et a donné la présidence à une présidente théoriquement de droite, élue avec les voix des socialistes de tous les pays. Donc c'est une sorte de connivence au niveau européen où la social-démocratie reste quand même aujourd'hui la pierre angulaire. Une social-démocratie qui, ces derniers temps, était de plus en plus marquée par les écologistes. Je pense que cela va un peu heureusement s'arranger parce qu'ils ont considérablement baissé au Parlement. Thierry Mariani, Didier Maistre, je vous propose de poursuivre cet entretien juste après le bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Il est quasiment 9h. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Thierry Mariani, ne craignez-vous pas qu'après un tel bouleversement politique, s'il s'avère que cette alliance obtient une majorité à l'Assemblée nationale, donc provoque un bouleversement gouvernemental, il y ait des répercussions violentes dans la rue? On voit en ce moment des manifestations franchement violentes un petit peu partout en France, qu'il n'y ait pas un appel à l'insurrection, c'est le grand jeu de la France insoumise. Voilà, est-ce que vous ne craignez pas un niveau de violence qui explose, quoi? C'est-à-dire, en clair, est-ce que je ne crains pas que certains refusent de reconnaître le suffrage universel ? Exactement. Parce que quand j'entends certains invités sur certains médias nous dire « Mon Dieu, si Marine et le Rassemblement national et leurs alliés gagnent les élections, ça va être des troubles dans la rue ». Ben, je suis désolé, quoi. Je veux dire, s'il y a des troubles dans la rue,
ces personnes devront respecter l'ordre républicain. Ça s'appelle la démocratie. Voilà. Moi, en 1981, j'ai jamais approuvé. J'étais jeune militant, j'ai approuvé pas l'élection de Mitterrand, mais je suis pas allé casser un abribus ou des vitrines. Ça s'appelle la démocratie. Je pense que LFI n'est pas un parti démocratique. Voilà, c'est tout. Je pense qu'en réalité, tous ceux qui n'ont le mot que démocratie à la bouche sont en réalité d'une sorte de fasciste de gauche qui, par définition, ont raison sur tout et n'acceptent pas le verdict des électeurs. Est-ce que je crains des troubles? Oui. Est-ce qu'il faut y céder? Non. Est-ce que l'ordre devra être respecté? Oui. Et en termes d'agenda politique, la dissolution arrive à un moment quand même assez stratégique, on imagine pour Emmanuel Macron, les législatives juste avant les Jeux Olympiques, donc une potentielle arrivée de Jordan Bardella à Matignon. Est-ce que ce n'est pas une stratégie aussi pour décrédibiliser, c'est ce que tout le monde dit, le Rassemblement national avant 2027? C'est possible. Alors, il y a un autre moment stratégique dont vous n'avez pas parlé, c'est que dès la semaine prochaine, les grands pays européens, enfin tous les pays européens, commencent à discuter déjà de qui sera dans la Commission européenne, quels seront ce qu'on appelle les top jobs, c'est-à-dire le futur responsable de la banque de la BCE, quel sera le futur haut représentant de la politique étrangère. Et donc là, on a un président qui arrive complètement décrédibilisé. Voilà. Oui, je pense que la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron? Quand il y avait eu des dissolutions précédemment, on sait très bien que c'était un petit jeu qui consistait peut-être à dire, voilà, vous allez avoir le pouvoir avant, mais comme ça, au présidentiel, vous aurez montré que vous n'êtes pas efficace. Je pense, moi, qu'il y a l'arrière-pensée d'Emmanuel Macron, ça pourrait être quoi? Je pense qu'Emmanuel Macron pense avant tout à lui-même. Il ne pourra pas être candidat. Alors, une nouvelle fois. Donc, je pense tout simplement que c'est un péché d'orgueil et qu'il est persuadé qu'une fois de plus, comme il a gagné les 2 dernières présidentielles, il va nous faire le coup de l'épouvantail. Regardez, l'extrême droite, vos libertés sont en danger et tout ce que vous connaissez. Mais je pense que malheureusement, l'épouvantail, ça ne marche plus parce que les Français ont compris que le vrai épouvantail, c'est LFI. Le vrai épouvantail, c'est l'extrême gauche. Que le Rassemblement national a montré dans l'Assemblée nationale un comportement exemplaire et que finalement, le plus gros épouvantail, c'est lui. Moi, hier, j'ai écouté sa conférence de presse. Bon, très sincèrement, au bout d'1 heure, j'en avais un peu assez. Mais c'était lunaire. C'était lunaire. On a dissous l'Assemblée, on entend un discours sur les écrans de téléphone ou d'Internet. Bon, d'accord, c'est sympathique, mais c'est plus un discours de secrétaire d'État à l'éducation que le discours d'un chef d'État qui est dans une période critique et qui doit aider ou non à choisir une nouvelle majorité. Je pense qu'il est complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Vous savez, je répète, je ne veux pas jouer au vieux radoteur, mais j'ai jamais vu une telle situation et un président aussi déconnecté depuis que j'ai commencé la politique. Didier Maistre. Oui, alors effectivement, bon, on peut dire qu'il y a beaucoup de temps qui a été perdu puisque les motions de censure ont été votées par chacun dans son camp, dans son coin, si j'ose dire, et alors que plusieurs fois elles pouvaient aboutir et renverser ce gouvernement, chacun et puis ne l'a pas voté. Et puis je dirais les Républicains ont joué les supplétifs. Il faut sauver le soldat Macron, ce qu'ils ont fait. Donc évidemment, ce qui peut expliquer aussi leur disparition, puisqu'ils font des grands moulinets, ils sont contre Macron, mais chaque fois, ils lui ont sauvé la mise. Est-ce que, comme on parlait tout à l'heure de social-démocratie, est-ce que le fait de faire du en même temps, de ne pas avoir vraiment de ligne, de dire je ne suis pas socialiste, je suis socialiste, je suis de droite, je suis de gauche, je ne suis pas de droite, je ne suis pas de gauche, est-ce que finalement, il n'a pas, en creux, recréer des clivages? Est-ce que ces clivages ne se sont pas réinvités dans la vie politique française de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus marquée, avec effectivement la France insoumise d'un côté, une gauche assez radicale et une droite qui devient plus ferme, plus dure, je ne sais pas quelle épithète employer, qui tournerait autour du Rassemblement national. Donc, est-ce que c'est pas les 2 grands blocs qui vont petit à petit rogner sur la social-démocratie, sur cette force centrale qui implose et qui se désagrège, et chacun
bâtir un petit peu la France insoumise d'un côté, qui est le bloc central, et le Rassemblement national de l'autre. Si vous me permettez d'abord une réflexion, il y a eu 33 motions de censure depuis le début du mandat. Vous constaterez que le Rassemblement national les a toujours votées. Nous étions clairs. L'important, c'était de changer le gouvernement. Même quand une motion de censure était présentée par un autre parti, on les a toujours votées. Les seuls qui, comme vous l'avez signalé, ont toujours été la bouée de secours, c'était les Républicains. Donc je me félicite que, après, par exemple, avoir jamais voté de motion de censure, certains nous aient rejoints depuis 48 heures. Mais est-ce que cette notion de social-démocratie va revenir ou pas ? Est-ce qu'elle se reconstitue ? Moi, je pense que le fait générateur, si vous me permettez, c'est que la société change, que la France change, parce que l'immigration bouleverse à un point qui est désormais plus contestable par personne. Regardez, ces 3 ou 4 dernières années, désormais, tout le monde reconnaît, à part M. Mélenchon peut-être, mais même M. Macron et même ses ministres reconnaissent qu'il y a un lien entre immigration et délinquance. Quand on disait ça il y a 3-4 ans, on était d'horribles fascistes à abattre. Je pense que la France est dans une situation de plus en plus difficile et c'est ce qui pousse justement à un clivage de plus en plus clair. Le en même temps d'Emmanuel Macron, qui était déjà un peu dans les germes de l'ouverture à gauche de Nicolas Sarkozy. Moi, je me souviens, Nicolas Sarkozy disait pas le en même temps, mais il disait sa phrase favorite, c'était « La France a 2 jambes, il faut marcher sur la jambe gauche et puis sur la jambe droite, et quand on fait une loi, il faut faire plaisir aux uns et aux autres. » Voilà, moi, non, je pense que la situation de la France est vraiment dramatique. Dramatique en termes internes, et les Français le voient, leur niveau de vie se dégrade, leur insécurité explose, et l'une des causes principales, c'est l'immigration. Je pense que la situation de la France est dramatique au niveau aussi sur la scène internationale, parce qu'on compte de moins en moins. Tous ceux qui nous expliquaient que la voix de la France serait mieux entendue au sein de l'Europe, en réalité, c'est le contraire. Et que forcément, ça pousse à une certaine polarisation de la vie politique. Thierry Mariani, tout à l'heure, je fais juste une parenthèse, vous évoquiez, vous avez cité Nicolas Dupond-Aignan. Est-ce que le RN est en pourparlers avec Nicolas Dupond-Aignan ou avec d'autres partis qu'on n'évoque pas forcément là dans cette tourmente ? Nicolas Dupond-Aignan, Florian Philippot, ou pas ? Avec Philippot, je pense pas, puisque il y a quand même une histoire, bravo. Et puis vous avez surtout, je le répète, on est absolument très clair là-dessus. Nous, on veut changer l'Europe de l'intérieur. Voilà. Et pas du tout pour un Frexit. Avec Nicolas Dupond-Aignan, les rapports, je ne sais pas s'il y a des négociations, franchement, mais les rapports ont toujours été très cordiaux. Et il n'y a pas d'hostilité. Voilà. C'est notre politique. Autre sujet, puisque on l'évoquera certainement très bientôt dans l'actualité, les municipales. On va parler de Paris, Anne Hidalgo, les Jeux Olympiques, etc. Est-ce que vous êtes toujours candidat aux municipales, Thierry Mariani ? Je suis candidat à la candidature. C'est le Rassemblement national qui choisira d'investir ses candidats avant elle. Mais la réponse est oui. Très bien. Didier Maistre. Non, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez quand on regarde un petit peu les choses? Est-ce que vous pensez que vous avez des chances de l'emporter le 7 juillet prochain? Je ne parle pas des sondages parce qu'on voit que ça bouge, mais vraiment votre conviction. Est-ce que vous pensez que la dynamique créée par le Front populaire est une réelle dynamique, puisqu'on la voit évoluer quand même? On voit que quand on suit différents instituts, ce qui compte, c'est les dynamiques, comme vous le savez, et non pas simplement les chiffres. On voit qu'il y a une réelle dynamique à gauche qui gagne tous les jours du terrain depuis l'annonce de la dissolution. Est-ce que ça peut finir au coude à coude, cette affaire? Je pense que vous avez répété plusieurs fois le mot dynamique, mais l'expérience que j'ai de la dissolution de 97, c'est ça, et vous avez raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seuls qui n'ont pas de dynamique, c'est l'équipe à Macron. Je pense que ça va finir avec, effectivement, au Parlement français, 3 pôles, mais je pense qu'on a de bonnes chances d'avoir la majorité absolue. Et peut-être que à ce moment-là, les quelques républicains qui sont encore, alors je ne sais pas qui est le canal historique, qui est le canal sécessionniste, mais les quelques républicains qui pourront peut-être être élus sous l'étiquette républicain traditionnel choisiront de nous rejoindre.
Non, il y a une vraie dynamique. Vous savez comme moi que le paradoxe, c'est que le Rassemblement national qui a combattu tout le temps le scrutin de circonscription et qui a tout le temps exigé un scrutin à la proportionnelle, eh bien, peut avoir la majorité le 7 juillet grâce au scrutin de circonscription. Vous savez comme moi que avec 35-37% des voix au niveau national, on peut tout à fait avoir la majorité des 577 circonscriptions. C'est ce qui s'est passé déjà dans la précédente dissolution. Donc oui, je crois, parce que la dynamique est pour nous. Et oui, je crois que la gauche va aussi, si je puis dire, avoir plus de sièges. Après, il y a quand même un vrai malaise au sein de la gauche, parce que au sein de la gauche, voir les amis de M. Glucksmann d'hier rejoindre les amis de M. Mélenchon, là, c'est quand même une alliance hallucinante, avec des points de désaccord énormes. Mais le Parti socialiste est un parti qui, lui aussi, comme les Républicains, est un peu moribond. Regardez, le leader, j'ai du mal à prononcer ce mot, le responsable du Parti socialiste, le premier responsable, M. Faure, en réalité, est totalement absent à chaque fois et cherche à chaque fois quelqu'un comme, par exemple, aux européennes, M. Glucksmann, pour assumer les responsabilités. Mais ce parti, aujourd'hui, n'a plus vraiment non plus d'identité. Donc, qu'est-ce que j'attends le 7 juillet ? Je pense qu'on peut gagner. Et ce n'est pas du tout la méthode Coué. Je pense qu'on peut avoir une majorité de députés du Rassemblement national. Et dans ce cas-là, eh bien, le président sera obligé d'y répondre. J'avais peur que vous me posiez la question si je pensais gagner au municipal à Paris. Voilà, je vous rappelle que si aux dernières élections municipales, je vous vois sourire parce que vous connaissez le résultat, aux dernières élections municipales, le Rassemblement national soutenait une liste qui avait fait 1,4%. Donc moi, notre ambition, c'est d'abord de rassembler tous ceux qui veulent changer Paris. Et notre ambition, ce sera de rentrer au conseil municipal, qui voudrait dire déjà que ce serait extraordinaire. Mais je ferme la parenthèse. N'oubliez pas que M. Macron nous a promis une nouvelle loi sur Paris, Lyon, Marseille pour les élections municipales. Est-ce que cette loi sera votée ? Est-ce qu'il aura les moyens de la faire voter ? Réponse là aussi le 7 juillet. Alors, vous parlez de 97. Oui, vous parlez de la dissolution de 97. Pour nos auditeurs, une petite anecdote qui tient en quelques secondes. Dissolution. À l'époque, je suis en campagne à Toulon. J'ai Jean-Louis Debré au téléphone. Je lui dis, tu sais, Jean-Louis, ça s'annonce très mal, très très mal. Et il me dit, non, mais tu te trompes complètement. Nous aurons une victoire plus éclatante qu'en 1993. J'ai encore ces mots qui sonnent à mon oreille. On connaît tous le résultat. Je dis ça pour parler aussi de l'aveuglement aujourd'hui d'Emmanuel Macron dans son rôle, qui veut toujours reprendre la main, etc., et qui ne voit sans doute pas, parce qu'il y a beaucoup d'explications, il suit un agenda, c'est la marionnette d'eux. Moi, je crois que c'est beaucoup plus prosaïque et beaucoup plus simple, effectivement. C'est un péché d'orgueil, comme vous l'avez dit, et comme ça a marché 2 fois, jamais 203, il retente le diable. Mais voilà comment le pouvoir isole, si on n'a pas autour de soi des gens clairvoyants qui vous disent la vérité. Vous aviez raison, en 97, j'ai vécu la dissolution, puisque j'étais l'un des députés sortants, et je me souviendrai toute ma vie de Alain Juppé rassemblant les députés de la majorité. On était plus de 400, on avait une majorité hallucinante. Au Palais des Congrès, il fallait passer 4 contrôles parce que ça devait être uniquement à huis clos, et en disant, on dit tout maintenant parce que on va passer à l'euro, ça risque, on ne sait pas tellement comment ça va se passer. Vous êtes plus de 400, on va en perdre 30 ou 40, mais on reviendra avec une très large majorité, et vous verrez, ça se passera bien. Mais en plus, ils croyaient. À la sortie, vous le savez, on a perdu quasiment 200 députés. Thierry Mariani, en 30 secondes, est-ce que vous pensez que cette union des droites va dépasser les législatives ? J'espère, c'est nécessaire. De toute façon, si on gagne, et je pense qu'on gagnera, on aura ensemble la responsabilité du gouvernement, on devra être ensemble au gouvernement, et on devra être solidaires. Et puis, c'est ce que veulent les Français dans beaucoup de cas. Voilà, ils se moquent de renaissance du RN, ils veulent tout simplement qu'on bosse ensemble et qu'on redresse la France. Impeccable. Merci beaucoup Thierry Mariani. Je rappelle que vous êtes député européen du Rassemblement national. Merci Didier Maistot et à la semaine prochaine.